Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats aujourd'hui, dernier jour avant les vacances pour ce qui me concerne. La semaine prochaine, c'est Christine Bouillot qui animera les débats pour aller refaire cette année. Débat, on va dire, bilan et perspective, des pointures. Sophie de Menton, bonjour. Là. Merci d'avoir été là toute l'année, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et vous venez tout juste de publier La France sans dessus-dessous chez Erol. Et je le conseille à tout le monde si vous reste des cadeaux à faire sur cet état profond qui n'est pas exempt d'absurdité. La fonction publique, tout y passe. Ce serait bien que le président de la République le lise. Vous lui avez envoyé, je pense, non ? Bien sûr. Voilà, il vous a répondu ? Non, il n'a pas encore. répondu et il le fera lire par quelqu'un, mais Ouais. même n'importe qui, c'est bien de le lire. Bon, Michel Taube, bonjour, fondateur Bonjour. du site d'information Opinion Internationale, également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, bonjour. Bonjour. Et Régis de Castelnau, bonjour Régis. Bonjour Valérie, Vous avez- je ne vous vois pas. Ah, vous ne me voyez pas, mais vous allez me voir bientôt. Vous êtes en train de préparer les 13 desserts, puisque vous êtes en Provence. Je trahis un secret. Non, mais je me vois dans un petit carré, mais vous, je ne vous vois pas. Oui, mais on voit votre on marque vous de Père entend Noël. très bien. Vous On vous perdez entend beaucoup, très bien. Vous perdez beaucoup, Régis. On vous entend et on vous voit. Voilà. Ah bon, Régis ben de voilà, Castelnau, donc c'est- avocat. Votre blog, c'est Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions de l'Artilleur. Là aussi, idée de cadeau de Noël. Et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Voilà. Eh ben, écoutez, on va faire une émission un peu particulière aujourd'hui. Les coups de cœur, les coups de gueule de l'année. 4 mois avant la présidentielle, comment voyez-vous les choses ? On va commencer avec, par vous, Sophie. Qu'est-ce qui vous a agacé le plus cette année ? Alors, j'ai vraiment essayé de résumer dans l'année ce qui m'avait profondément troublée. Et je crois que ça a été l'ascension du wokisme. Alors, pour les bienheureux qui ne savent pas ce que c'est que le wokisme, Elle a expliqué un petit peu. oui, ça vient de to wake, woke, Se woken, réveiller. verbe irrégulier Bravo. anglais, qui veut dire se réveiller. Donc les États-Unis ont lancé ce mouvement réveillez-vous, réveillez-vous, pour voir à quel point tout va mal autour de vous et à quel point vous êtes victime d'injustice. Et qu'il faut revisiter aujourd'hui l'histoire au Totalement. travers de ça. Totalement. C'est-à-dire que le wokisme, en gros, d'abord, il faut célébrer les victimes, ne vivre qu'avec des victimes, les mettre dans les musées, les mettre, que ce soit des acteurs, des chanteurs, il faut privilégier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été les malheureux de la vie. Et il y en a beaucoup, et l'idée est certainement bien de s'occuper des malheureux de la vie. Mais là, c'est devenu complètement fou. Alors, donnez un exemple. Je vais vous donner un exemple. D'abord, alors cette année, c'est ça qui est important, c'est que c'était aux États-Unis, on ricanait un peu. Pas du tout, ça s'est étendu en France. On a par exemple l'écriture inclusive. Je recite Ecoréseau Magazine, très beau magazine d'entreprise. Il y a des points partout, des doubles lettres partout, c'est de l'écriture inclusive, on comprend rien. Entrepreneur, point, euse, point. Une catastrophe, pourtant interdite pratiquement par le ministre de l'Éducation nationale. Sophie de Menton, rassurez-moi, vous êtes toujours une entrepreneur à la façon sans inclusif. Je suis rien, je suis entrepreneur. Chef d'entreprise. Et chef, vous ne faites pas chef.f. Chef 2FE. Voilà. Comme si on avait besoin de ça. Enfin, je veux dire, on est le masculin depuis toujours dans la langue française. Donc le wokisme, alors attendez, c'est beaucoup allez-y. mieux que ça. Le wokisme, donc c'est toute l'année. Cette année a été sous le signe du wokisme. Et là, j'ai la Commission européenne qui s'y met. La Commission européenne, je vais en profiter pour vous souhaiter tout de suite un joyeux Noël. J'insiste beaucoup, joyeux Noël et pas bonne fête. Ouais. Par exemple, ils ont même dit que le prénom Marie n'était pas très inclusif. On veut refléter la diversité, lutter contre des stéréotypes, des comportements ancrés dans l'individuel. On a listé les tableaux ou des séries de femmes à éviter dans les tableaux. Une série de termes également. La communication ne doit jamais présumer que les personnes sont hétérosexuelles,
s'identifient avec le genre attribué à leur naissance ou s'identifient de façon binaire. Oui. C'est le guide de la Commission européenne. Ouais. Prénom ou nom Mais ça a d'usage été- plutôt ça a que nom de été- baptême. Oui, ça a été un peu l'apothéose L'apothéose. de la fin d'année, mais c'est vrai que tout au long de l'année, on a Oui. vu un Et certain cette nombre année de... a été marquée sous le sceau du wokisme. Ouais. Et je pense que ce qui est très grave, et je m'adresse à tous les auditeurs, il faut que vous réagissiez. Parce que les Bah, journalistes... il y a eu un petit succès contre, alors peut-être qu'il va pas être content, le maire de Rouen. Je crois que c'est vous qui nous on a aviez. remis Napoléon. Voilà, Napoléon devait être descendu et puis finalement, la statue est cancélisée. Et vous aussi, ça aurait pu être votre coup de gueule, Régis de Castelnau. Vous élevez régulièrement contre le wokisme. Pas du tout, pas du tout. Non, juste une observation. Effectivement, c'est quelque chose qui est importé des États-Unis, mais je pense que ça peut pas prendre en France. Alors, c'est une bataille. Ouh là 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 là. Il faut s'y opposer parce qu'il y a des agents de l'étranger qui essayent de nous l'imposer. Quand vous voyez ce qu'a été, je veux dire, l'histoire des États-Unis, par exemple, moi, quand j'étais jeune, dans le sud des États-Unis, c'était de l'apartheid, comme en Afrique du Sud. Donc, ils ont un certain nombre de problèmes qui leur sont posés dans leur histoire, et ils essayent de le régler comme ça. À mon avis, c'est une impasse, hein, et ça n'aura qu'un temps. Et on essaye, grâce à Assa Traoré, Rokhaya Diallo, qui sont des gens, des agents américains, en ce qui concerne Rokhaya Diallo, financé d'ailleurs, hein, et qui essaye de nous l'importer chez nous. Je pense pas que ça prenne. Je pense pas que ça prenne. Mais Le ça référendum de Rouen le démontre. Ça prend. Regardez à la mairie de Paris, ils ont mis une plaque avec également les élus.e.s. Enfin, 12 000 non, balles malheureusement pour ça changer la prend. plaque. Mais ça prend parce qu'en fait, le wokisme, c'est pas que le langage. Le wokisme, c'est la pensée. aussi une pensée politique. C'est aussi le fait de penser qu'effectivement, il y a des populations qui, par essence, sont des victimes. Par exemple, aux Antilles, tout au long de l'année 2021, je voulais pas en parler dans mes coups de gueule ou coups de cœur, mais quand même, toute l'année 2021 était marquée par des violences considérable depuis le mois d'août, aux Antilles, mais parce que des opposants à la souveraineté française, au maintien des Antilles dans la République française, considèrent que la France est un pays esclavagiste et qu'ils sont des descendants d'esclaves. C'est ça aussi le wokisme. Ouais. Et donc ce sont des personnes qui sont prisonnières prisonnières d'une partie de l'histoire, parce qu'ils ne sont pas prisonniers de leur histoire. Ils ne sont prisonniers que d'une partie de l'histoire très très sélective. Et c'est absolument, c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux pour la France, mais c'est scandaleux pour eux aussi. Et donc le wokisme, c'est une doctrine. C'est une véritable doctrine qui vient notamment des États-Unis. La cancel culture, canceller, annuler. Voilà. Le pire, c'est la racialisation. C'est-à-dire que c'est des personnes qui considèrent, qui remettent au goût du jour ce que des siècles de philosophie politique ont essayé d'évacuer. Virginie nous dit ce qu'elle en pense. Je voudrais simplement dire que je ne sais pas si ça prend en France, mais c'est défendu par une minorité extrêmement agissante, extrêmement énergique, y compris jusque dans la fabrication des programmes scolaires, et qu'il y a une forme d'inertie, pour ne pas dire de passivité, des autorités qui laissent faire, et on voit des choses invraisemblables. Parce que je suis bien d'accord avec Régis qui dit ça ne prend pas pour une majorité, mais ça gagne du terrain chaque jour et chaque semaine. Mélenchon, Et je rajoute qu'en plus, c'est supporté ou encouragé par une partie de notre classe politique qui trouve ça assez moderne, assez chic, assez drôle, assez sympathique, alors que c'est tout simplement totalement anachronique. On ne peut pas revisiter l'histoire passée avec les yeux d'aujourd'hui. On ne peut pas rebaptiser des œuvres comme les Diptyque d'Agatha Christie ou je ne sais pas moi, Autant n'emporte le vent. On dit que c'était un livre totalement scandaleux parce que ça met en scène des Noirs qui sont effectivement des esclaves, des propriétaires. Je rappelle que Autant n'emporte le vent, l'actrice noire qui jouait la nounou de Scarlett a été récompensée, a été la première actrice noire à être récompensée, et elle en a été extrêmement fière. Et elle a toujours dit que ce film-là, avait été un progrès inouï pour la visibilité de la communauté noire. Donc aujourd'hui, en 2021, on revisite tout ça de façon extrêmement péremptoire, mais moi je crains que ces minorités-là continuent à étendre leur les intellectuels dans le monde artistique. Il y a plus d'un mois,
Joséphine Baker a été portée au Panthéon. Ça a été, à mon avis, une belle décision du président de la République. Mais il y a eu des citoyens français pour s'en offusquer ou pour souligner leurs troubles. Et notamment une personne qu'a cité Régis de Castelnau, c'est Rokhaya Diallo qui, il y a 15 jours, 3 semaines, dans l'Obs, publiait une tribune où elle soulignait son trouble au fait que Joséphine Baker avait été perçue à l'époque comme une négresse et qu'elle dénonçait. Mais enfin, quel révisionnisme historique, quelle trahison de notre dans le Washington Post une tribune disant que voilà. Fallait pas se fier aux apparences, que les Français étaient toujours racistes. Exactement. Oui, Régis, moi, et puis moi, je veux décidément, bien ça qu'il y a fait. un grand danger. J'entends Michel, j'entends Virginie. Non, j'ai pas dit qu'il y a un grand danger, j'ai dit que c'était défendu par une minorité très résistante. Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira, c'est quand même des relais du wokisme. Jean-Luc Mélenchon, c'est un opportuniste, il fait un peu de démagogie maintenant. Quand on regarde parmi les candidats à l'élection présidentielle, c'est pas rien quand même. Ils se font écraser, ceux-là. C'est Jadot qui est à la dérive, et c'est la glorieuse maire de Paris, c'est-à-dire Madame Hidalgo, qui est à 4% dans les sondages, dont je rappelle quand même que pour la ville de Paris, elle a été élue avec 13% des inscrits, c'est-à-dire que c'est une élection dont la légitimité politique est très faible. Si vous regardez je crois, Régis. L'arc des candidats, si vous regardez l'arc des candidats, je veux dire, ceux qui pratiquent l'écriture inclusive, ils sont très très peu nombreux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se bagarrer contre eux, tout à fait, qu'il y a une complaisance dans certains milieux, je pense dans les médias, etc. Mais les médias, c'est grave. Les extrémistes et les médias qui gagnent sur tous les plateaux, ça, je pense qu'il y a un problème. Oui, mais ça gagne quand même. L'autre jour, j'avais un débatteur, je ne sais plus lequel, qui me disait qu'il avait un copain qui était prof à Sciences Po, qui n'osait plus appeler les jeunes femmes mesdemoiselles. Mademoiselle, parce que c'était. Donc il y a une forme de pression tout de même qui est là. Allez, on marque une pause et on va continuer. Puis j'espère qu'on passera moins de temps à chaque fois, parce que sinon on va pas avoir le temps de faire tous vos coups de cœur. Et vos coups de gueule, à tout de suite. Ne vous inquiétez pas, Régis, ne vous inquiétez pas, à tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Et nous sommes le 24 décembre, et oui, les courageux qui sont là pour commenter l'actualité. Puis j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Julia Trioufol, qui travaille à mes côtés tout au long de l'année. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est pas de chance d'être née à 24 décembre. Oui, pour les cadeaux. Pour les cadeaux, c'est pas... Mais non, elle en a 2 fois plus. Voilà, elle en a 2 fois plus. Alors, coup de cœur, coup de gueule de l'année. On passe l'année en revue avec aujourd'hui Virginie Leguet, qui est journaliste et éditorialiste politique, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et votre livre La France sans dessus-dessous est paru aux éditions Erol, vient tout juste de paraître aux éditions Erol, je vais le montrer si vous voulez, le voilà. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, et Régis de Castelnau, avocat. Votre blog c'est Vue du droit, et votre livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Alors on a eu le coup de gueule de l'année de Sophie pour le wokisme. Alors votre coup de gueule à vous, Régis, c'est quoi ? Alors, mon coup de gueule, c'est pas celui de Michel dans son estimable revue dont je reçois la newsletter, qui était l'infamie commise par Anne Hidalgo, on va en dire du mal encore, en assimilant le sort des musulmans aujourd'hui à ceux des juifs dans les années 30. J'ai vu, Michel, que vous aviez réagi avec beaucoup de vigueur, et j'approuve. Non, moi, c'est ce qui concerne l'affaire Assange. C'est-à-dire qu'on a un journaliste c'est Wikileaks, on a un journaliste qui a, permis d'apprendre un certain nombre de choses, qui a dévoilé un certain nombre de choses. Un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, oui, tiens, merci Virginie, c'est exactement ça, mais aussi avec une documentation sur ce qui a été fait, essentiellement d'ailleurs par les États-Unis, et il fait l'objet d'une procédure interminable. Il a d'abord dû se réfugier à l'ambassade d'Équateur, dont il a été ensuite expulsé. Les Américains demandent son extradition. La justice britannique avait refusé dans un premier temps, en appel elle a accepté, et aujourd'hui, malheureusement, je pense que s'il est extradé aux États-Unis pour finir avec 175 ans de prison, ce sera véritablement une grosse défaite pour la liberté de la presse. Et voilà, ça et il est martyrisé, quoi. Je veux dire, aujourd'hui. Alors j'ai appris, seule bonne nouvelle, relativement récemment, que l'Australie,
qui est pourtant très proche des États-Unis, hein, puisque il leur achète des sous-marins. Des sous-marins, voilà. Donc que l'Australie demandait qu'ils ne soient pas extradés. C'est dire si l'Australie a confiance dans la justice américaine. Oui, bah écoutez, oui, lanceur d'alerte. Bah tiens, je vais en faire un coup de cœur, moi, lanceur d'alerte pour des journalistes qui enquêtent tout au long de l'année. Il y en a qui font un boulot remarquable. On peut saluer en tout cas ceux qui ont permis à la parole de se libérer. Sophie sera peut-être pas d'accord avec moi, mais en particulier en ce qui concerne Nicolas Hulot. C'est quand même des journalistes qui ont sorti cette information, qui avait été, je le rappelle, vilipendée à l'époque. Laurent Valdiguier et Anne Jouan, quand ils avaient publié l'information dans le magazine Hebdo, et puis en 2018, personne ne les avait soutenus. Jean-Michel Apathy a remis le sujet sur la une de l'actualité, et puis grâce à cela, Envoyé spécial a pu sortir enfin les... Enfin, c'est souvent gâché, ces lanceurs d'alerte, c'est gâché par l'exploitation d'émissions de télévision avec du voyeurisme qui, moi, me dégoûte. Ouais. Mais puisque vous parlez de journalistes... Pourquoi Parce que je pense que c'est devenu là aussi une espèce de... Ça intéresse, ça fait de l'audience, et je pense que nous sommes en train de basculer. Autant je suis d'accord, et il faut absolument dénoncer ces excès et dont les femmes sont victimes, autant on est en train de basculer, ça fait partie du wokisme. On ne monte plus dans l'ascenseur seul, un homme ne monte plus dans l'ascenseur seul avec une femme. Dans les entreprises, on est mort de peur. Je veux dire que ça fait partie aussi, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train de changer, et il faut peut-être en passer parfois par là. Et moi, j'ajouterais que le reportage d'Envoyé spécial, je pense que c'est ça à quoi Sophie fait allusion, que j'ai regardé intégralement en replay, parce que je ne vais pas le regarder le soir où il a été diffusé, disait une chose de façon quasi explicite, mais subliminal de bout en bout. Il disait, ce qu'on dit aujourd'hui, on n'aurait pas pu le dire il y a 20 ans. Et c'est pour ça qu'on a attendu si longtemps. On était dans l'incapacité de parler. Il y a une des femmes qui a même dit, comment voulez-vous, moi, que j'aille porter plainte? À l'époque, j'étais jeune, on parlait de quelqu'un qui était très haut placé, très puissant, soutenu par le président de la République. J'étais dans l'incapacité de parler. Et je ne le pouvais pas. Et donc, que cette parole puisse s'exprimer. Après, on peut contester la forme, mais moi, la forme ne m'intéresse pas, en l'occurrence. C'est le fond. Mais les gens sont intéressés par la forme. Et le fond, c'est que cette parole-là, aujourd'hui, elle peut enfin se libérer. Enfin, quand vous dites la forme, quand vous voyez PPDA qui va dans une émission de télévision dire tout ça, ce ne sont que des témoignages anonymes, aucune ne vient les yeux dans les yeux, elles l'ont fait, elles ont témoigné dans Libération. Donc voilà. Donc je voudrais préciser que je défends les femmes qui ont été agressées, mais que c'est pas comme ça qu'on s'y prend. C'est devenu un véritable. C'est en train de basculer dans l'autre sens. Je dis que toutes les femmes qui nous écoutent, et je parle des femmes parce que c'est bien souvent des femmes et les pères bien sûr. Mais apprenez à vos filles à réagir. Mais vous ne pouvez pas toujours, Sophie. Vous ne pouvez pas toujours. Deux choses. Vous savez, Sophie, quand on est pris dans une situation par surprise ou par violence, je ne sais pas comment ça vous... Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Il y a des femmes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas crier, qui sont tellement terrorisées qu'elles ne disent rien. Et je suis d'accord. Elles ne disent rien qu'elles sont d'accord. Je suis d'accord. Je n'ai jamais dit qu'elles étaient d'accord. Les patrons qu'elles les envoient paître, je vais vous dire aujourd'hui. Alors laissez-moi finir ma phrase. Je suis navrée. Tous les chefs d'entreprise sont au courant de ça. On sait très bien que tous les salariés sont derrière la femme qui s'est fait. Vous habitez à Paris. Vous allez dans une petite entreprise. Valérie, il y aura des exceptions. Moi, je suis dans la prévention. Arrêtez. Mais je vais vous dire, moi, j'étais en week-end avec trois femmes. Je travaillais. Les trois avaient des histoires à raconter. Mais moi aussi, j'en ai. Une était notaire, l'autre était maquilleuse et l'autre était chef d'entreprise. Mais bien sûr. Les trois. Et ben voilà, vous trouvez ça normal? Non. Alors attendez. Et je pense qu'il y aura des scandales médiatiques tant que effectivement la parole ne suit pas. Tant que la parole ne se sera pas libérée et que la justice ne fera pas son boulot. Moi, je donne toujours l'exemple de l'Espagne. Emmanuel Macron, il a fait des violences faites aux femmes la grande cause de son quinquennat. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Espagne? Ils ont mis le
paquet pour doter la justice des moyens, de réagir au niveau judiciaire tout de suite lorsqu'il y a des femmes qui sont en danger. Ils ont créé des tribunaux spéciaux. C'est autre chose. Ça. Si, parce que si les femmes savaient que en cas de plainte, elles étaient bien reçues, qu'elles étaient écoutées, que les poursuites se feraient, il y aurait moins de tribunaux médiatiques. Et la deuxième chose, ce que vous ne dites pas, c'est que parmi le nombre de plaintes déposées, les 3/4 sont sans suite. Pas en Espagne, parce qu'en Espagne, il y a une bonne réaction. Non seulement les femmes, non seulement les femmes ne vont pas porter plainte, mais quand elles vont porter plainte, les plaintes je suis d'accord. Et stop, les plaintes sont suivies. 40% des détenus dans ce pays le sont pour des motifs sexuels, d'accord ? 1% des plaintes pour viol aboutissent. Merci. 1% Valérie. 1% des... C'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Non. Ça, c'est. Je sais pas d'où sort cette statistique. Je n'ai pas ces statistiques-là. Bon. Moi, et donc, j'ai une certaine pratique depuis 49 ans, depuis lundi, puisque j'ai prêté serment le 13 décembre 1972. Vous êtes toujours si jeune. On a beaucoup travaillé sur ces questions. Moi, Virginie dit une chose intéressante. Elle dit ce qu'on dit aujourd'hui, on n'aurait pas pu le dire il y a 20 ans. Et ça, c'est vrai. Mais je dis aussi qu'aujourd'hui, beaucoup ne se comportent plus comme se comportaient les deux personnes auxquelles on pense, c'est-à-dire Hulot et PPDA, qui étaient les stars et qui se croyaient tout permis. Mais il n'y a pas que, Régis. Valérie, je dis pas qu'il n'y a pas que. Je dis que fort heureusement, les choses ont progressé. Ce qu'il y a simplement, c'est que c'est quelque chose de délicat. J'ai toujours dit, moi, j'ai vu le documentaire sur les journalistes sportives, le documentaire de Canal, c'était formidable. On voyait le courage qu'elles avaient pu avoir, celles qui avaient fini par renoncer. Marie Portolano. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Mais attention, quand même. Attention quand même, si vous voulez, il y a une affaire à cause de Caroline de Haas au Conservatoire de Paris. Ça peut plonger des gens. D'accord, mais il y a un moment où les choses doivent s'inverser. Je voudrais finir. Quand j'entends Yves Jadot dire Yannick Jadot, cela n'est pas possible. Non, mais ça, on est d'accord. Quand j'entends des gens réclamer l'inversion de la charge de la preuve et l'abandon de la présomption d'innocence, c'est une régression. Mais absolument. Valérie a commencé en disant c'est le travail de deux. Je vais dire à notre ami Maurice que c'est pas Yves Jadot, mais Yannick Jadot. Yannick Jadot, voilà. Valérie a commencé. Alors attendez, on va avancer. Valérie a commencé ce coup de gueule. C'était pour rendre hommage à des journalistes qui ont fait un travail de Noël. Comme c'est la fin d'année et que on tire un peu le bilan de l'année, moi j'aimerais rappeler quand même que cette année, le prix Nobel de la paix a été décerné à 2 journalistes. Une journaliste philippine et un journaliste russe, et qu'effectivement, on se rend pas compte, parce que souvent les journalistes sont voués aux gémonies, et malheureusement parfois c'est pas pour de mauvaises raisons, mais voilà, le travail d'information, le travail de la presse, c'est quand même un contre-pouvoir contre des pouvoirs. Surtout Donc ça, je voulais absolument citer ces deux prix Nobel de la paix, Maria Ressa et comment il s'appelle notre ami russe, Dimitri Muratov. Voilà. Virginie Leguet, votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, et là, je sais que je vais en heurter certains, mais je voulais quand même le dire et le faire. Moi, je trouve que depuis un an, alors évidemment, on a vu un très grand nombre de médecins sur les plateaux. Certains y prenaient de toute évidence un grand plaisir. D'autres se sont engouffrés dans des brèches parfois un peu complotistes et des avis très discordants se sont fait entendre entre eux. Mais au bout du bout, je voudrais quand même rendre hommage à un certain nombre de professeurs de médecine, de chefs de service de réanimation, qui se sont dévoués, déployés, succédés sur les plateaux le week-end, le soir, le matin, pour quand même rappeler un certain nombre de règles essentielles sur le vaccin, sur les gestes barrières, sur l'évolution de ce virus, sur l'immunité collective, redisant indéfiniment les choses, reprécisant, expliquant qui est à l'hôpital aujourd'hui et qui ne l'est pas, et quitte à se faire eux-mêmes insulter quand ils sortaient des plateaux. On leur disait qu'ils étaient des macronistes fous, que rien de ce qu'ils pouvaient dire n'était exact.
Et moi, pour avoir parlé avec eux hors plateau et sur les plateaux, je hein. reconnais que certains d'entre eux avaient peut-être des arrière-pensées, mais que les 3/4 d'entre eux venaient simplement dire l'état de leur connaissance le jour où ils l'expliquaient. Et franchement, je voulais les remercier, de leur connaissance. Et ils disaient, à l'heure d'aujourd'hui, voilà ce que nous savons de ce virus et voilà ce que nous pouvons dire. Et ils ont parfois parlé avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité et beaucoup de justesse. Et franchement, leur parole a été très utile dans ces temps de confusion. Alors, vous en parlez, moi je suis obligé de lire 2 passages du Sermon d'Hippocrate, qu'à mon avis, beaucoup de médecins ont sciemment violé depuis 1 an et demi, ou voire 2 ans. Premier passage, je n'étalerai point sur la place publique mes doutes ou mes incertitudes, et ni n'en parlerai de ce qui n'est clairement établi. Je pense que beaucoup de médecins ont parlé de choses qui n'étaient pas clairement établies, et que ça a aussi contribué. Non, je suis désolé. Il y en a qui, franchement, enfin bon, je ne parlerai pas de situation personnelle. On parlait de qui? Alors, on parle de médecins qui se sont répandus. Et le deuxième, il faudrait faire la liste alors. Et le deuxième passage, je n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences, et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je pense que franchement, il y a beaucoup de médecins qui ont dépassé leurs compétences en se répandant sur les plateaux de télévision. Mais moi, je réagis à ce que vous dites, Virginie. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui ont fait un bon boulot d'explication. C'est cela dont je parle. Pardon, j'ai pas fait de généralité. J'ai dit qu'il y en avait à qui la médiatisation avait monté à la tête, mais j'ai dit qu'il y en a qui, de bout en bout, depuis quasiment maintenant 2 ans, ont tenu contre vents et marées un discours extrêmement sage, extrêmement raisonnable. Et c'est à cela que je rendais hommage. Alors, vous allez avoir une réflexion modérée, mais après la pub. Rapide. C'est simplement que c'est vrai, le serment d'Hippocrate, et il faut le respecter, mais nous sommes dans une circonstance où personne ne pouvait vraiment savoir quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, les médecins, contrairement à vous, Sophie, ou à nous, journalistes, dont le rôle c'est un peu de s'exprimer, un médecin il a une obligation de retenue, il a obligation de bien réfléchir avant de s'exprimer. Mais je crois que ce que disait Virginie est que certains ils sont allés en donnant l'état actuel de leur connaissance. Oui, mais pas tous. Enfin bon, je n'ai pas fait de généralité, encore une fois, je le redis pour la 3e fois, j'ai parlé de ceux qui avaient tenu une parole maîtrisée. Alors Régis, vous pourrez réagir, et à l'inverse, ceux qui ont raconter des conneries, il n'y a pas d'autre mot. Je pense à des interprétations d'études complètement biaisées. Encore récemment, le docteur Blachier qui a affolé tous les plateaux en disant que 8% des triples vaccinés avaient le Covid. Comme disait un tweetos, les élèves de seconde qui ont suivi plus de 2 heures de maths, vous pouvez expliquer pourquoi ce plateau ne dit pas ce que dit le débile qui le poste. Bon, ça je lui laisse. Mais Valérie, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. En juin de l'année dernière, il y a une pseudo-étude qui est tombée, qui est sortie en disant fumer, protéger contre le virus. Tous les médecins, je suis désolé. C'est vrai, ça a été dit. Tous les médecins ont relayé cette étude. Ça a été relayé dans tous les médias. 3 mois après. C'est pas vrai. 3 mois après, 6 mois après, ils ont dit le contraire. Stop, c'est la pub. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Allez, on n'est pas trop dans l'esprit de Noël. Aujourd'hui, on n'est pas, on est dans les coups de cœur et les coups de gueule, dans des coups de gueule avec Sophie de Menton, Michel Taube, Régis de Castelnau, Virginie Leguet. Régis, on vous a pas entendu sur le coup de cœur de Virginie pour ses médecins raisonnables. Je crois que Virginie a raison. Ça fait 2 fois. Je dis. C'est fou, vous devez vous sentir tellement mal. C'est Noël, c'est Noël. C'est l'esprit de Noël. Oui, mais c'est Noël, ça veut dire que j'ai raison tout à l'heure aussi. Ouais. Alors allez-y, laissez parler Régis. C'est Noël. C'est l'esprit de Dieu. Non, voilà. Attention. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une période effectivement très particulière. Moi, je suis passionné par la dimension médicale et scientifique. J'ai essayé de m'informer, etc. Alors, première observation, j'en ai déjà parlé ici, c'est très difficile de se faire une opinion. On vous donne les chiffres d'incidence, on vous dit pas ceci. Donc, il faut à chaque fois recouper. Et il y a aussi la passion qui s'est emparée des différents camps, parce qu'il y a les hypersanitaristes qui valent pas tellement plus cher que les hypercomplotistes ou ceux qui sont persuadés qu'on est en train d'empoisonner l'humanité tout entière. Mais
effectivement, ils ont apporté, ou ils ont essayé, pas tous, d'apporter une parole mesurée. Personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était une source pour ma consommation personnelle. Je vous dis, sur la base d'une envie de comprendre, eh bien, j'ai trouvé que c'était quand même très utile. Utile. Et on juge un arbre à ses fruits. Alors, c'est sûr que le pass sanitaire contre lequel j'étais au départ a servi, mais on est un pays qui est le mieux vacciné du monde. Ah oui, c'est pas mal. Absolument. Allez, Michel Taube, on va rester dans le sanitaire avec votre coup de gueule. Oui, pour moi, l'événement de l'année est de très très loin, c'est que la France n'a pas son vaccin. Oui. Ça, pour moi, c'est l'événement majeur. Je me souviens pour la fin de l'année, absolument. Moi, je me souviens en novembre dernier, donc en novembre 2020, le président de la République a quasiment annoncé que ça va venir avec Sanofi, l'Institut Pasteur, etc. Et un an après, un an et demi, nous n'avons pas de vaccin. Et pour moi, c'est l'indicateur. Et Emmanuel Macron, dans son avant-dernière allocution présidentielle, pas celle de la semaine dernière où il a fait un grand flop d'audimat, mais celle d'il y a un mois et demi, 2 mois, qui a commencé en disant le vaccin français. On n'a pas de vaccin français. Ouais. Il n'y a pas de vaccin français. Et c'est un indicateur terrible d'une forme de dégringolade de notre pays. Mais aussi la raison pour laquelle on n'en a pas, c'est parce qu'il y avait... il y a toujours, mais bon, là, c'est probablement trop tard, de belles PME françaises qui travaillaient sur un vaccin français à la base, sur la base de la technologie d'ARN messager et qui ont eu d'énormes difficultés à avoir des phases. Je rappelle que Stéphane Bancel, le patron de Moderna, les Français l'avaient proposé à la France. Absolument. Et donc, si vous voulez, il y a aussi eu des rigidités administratives qui n'ont pas permis à des PME françaises qui voulaient avoir des homologations plus rapides, vu les circonstances, pour pouvoir développer ce vaccin et qui ne l'ont pas eu. Et je trouve ça vraiment dramatique. Est-ce que c'était une histoire d'homologation, peut-être Sophie de Menton? Entre autres, ça fait partie de votre, mais ça fait partie de votre coup de gueule aussi sur le rôle qu'ont joué les entreprises. Alors, votre coup de cœur. Mais c'est vrai que alors j'ai vu Sanofi, j'ai vu la directrice des affaires institutionnelles de Sanofi. Il y a déjà un mois et demi, qui m'a dit nous n'aurons pas de vaccin ou pas. Alors maintenant la France, peut-être que les journaux ont essayé, nous n'aurons a priori pas de vaccin, mais nous sommes en train de prévoir d'abord un rappel exceptionnel qui sera un rappel avec beaucoup plus qui pourra se distribuer beaucoup plus largement, qui sera un rappel qui conviendra absolument à tous les vaccins. Un rappel vaccinal, vous voulez dire? Donc ils se sont focalisés sur un rappel vaccinal. À voir. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent ils arrivent après la bataille. Hein. Oui. Alors, ils essaient de trouver le médicament. Oui, le traitement. Ouais. Et ça a des conséquences concrètes. Ça a des conséquences d'abord budgétaires, parce qu'on est obligé d'acheter les vaccins à des sommes folles aux Américains et aux Britanniques. Et ensuite, c'est une question aussi de puissance de la France. Non, mais de la recherche française. Parce qu'imaginez un ingénieur aujourd'hui dans la santé qui arrive en fin d'études et qui va chercher un boulot dans une grande entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir envie d'aller à l'Institut Pasteur et chez Sanofi? Non, il va aller chez Moderna, il va aller chez Pfizer. Donc vraiment, c'est extrêmement grave. Et je pense qu'il y a une responsabilité collective qui est très forte, qu'il faut malheureusement regretter. Mais enfin, je souhaite quand même, j'ai oublié de le dire, de plein de cadeaux de Noël à tous nos concitoyens demain sous l'arbre et sous le sapin. Et sous le sapin, parce qu'il y a des maires écologistes qui ne veulent plus qu'on utilise des sapins, mais je suis sûr qu'il y a plein de sapins. Virginie, on continue dans le sanitaire, la situation dans les hôpitaux. Non, c'était un coup de gueule, parce que son coup de cœur, c'était pour les médecins qui ont fait des efforts de pédagogie. Non, c'était un coup de cœur, mais le coup de gueule, c'est la situation dans les hôpitaux. J'aurais pu avoir le même. Une fois de plus que j'ai été extrêmement surprise parce que j'avais pas réalisé les choses, mais l'état de l'hôpital est aujourd'hui plus fragile qu'il ne l'était au début de la pandémie. Et lors de la première vague, je rappelle que, avant même la pandémie, les services des urgences étaient régulièrement en grève et travaillaient, mais étaient en grève avec des petites choses collées sur leur blouse qui disaient qu'ils étaient en grève et alertaient déjà sur le manque de moyens, le manque de personnel et les conditions de travail des personnels
hospitalier. Tout ça dans l'indifférence absolue de l'exécutif. La pandémie arrive, la première vague arrive, tout le monde se serre les coudes avec les moyens du bord. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque, pas de blouse, et que les infirmières, les médecins parfois ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont tenu le coup. Et l'hôpital aujourd'hui, depuis 1 an et demi, a continué à fermer des lits, a continué à perdre du personnel. Et aujourd'hui, alors que la 5e vague est beaucoup moins forte que la première vague, je parle des admissions à l'hôpital, eh bien l'hôpital est dans une situation beaucoup plus fragile. Et ça, pour moi, c'est vraiment une source de stupéfaction et de colère fou que l'exécutif ait fait semblant de ne pas voir et laisser le mouvement qui est déjà inscrit depuis 20 ans, je le reconnais, c'est pas Emmanuel Macron qui a initié ce mouvement d'économie, mais laisser ça totalement se faire et laisser l'administration prendre le pas sur les médecins et le service hospitalier qui dit tout, nous, on vit dans une perte de sens parce que c'est pas nous qui décidons de ce que nous faisons et qu'on nous impose des ordres qu'on n'a pas le droit de contester. Et je voulais simplement dire que l'hypocrisie de l'exécutif sur ce point-là est terrible parce que tout le pays agit sous la variable d'ajustement des admissions à l'hôpital. Or, si on laisse l'hôpital dépérir, cette variable d'ajustement elle ne va cesser de baisser. Donc il y a là un vrai scandale. Ça a été mon coup de gueule il y a quelques semaines, oui, mais moi, il y a quelques jours, je le referai parce en disant que le le gouvernement fait croire que le Covid est la cause de tout cela. Non, il y avait un état qui était catastrophique et qui continue. Michel, avec notamment une des causes de cette situation dramatique, c'est que les directeurs d'hôpitaux sont des hauts fonctionnaires et non pas des professeurs de médecine. C'est-à-dire qu'ils n'ont comme curseur que des chiffres et des budgets, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est évidemment les personnes que l'on soigne. Et ça, c'est pas Emmanuel Macron qui n'a fait que des réformettes qui a changé ça depuis 5 ans. Régis, un mot sur l'hôpital ? Ne dites pas que vous êtes d'accord avec moi, Régis, vous allez vous évanouir. Pardon ? Ne dites pas que vous êtes d'accord avec moi, vous allez vous évanouir. Alors là, Virginie, si je suis d'accord avec vous, mais tout le monde est d'accord avec vous sur ce point, tout le monde est d'accord avec vous sur la façon dont on a laissé le système hospitalier français se dégrader. Exactement. Et ça, il y a un vrai consensus et ceux qui sont à l'origine de ça devront rendre des comptes. Je voyais l'autre jour, pendant sa campagne pour la primaire LR, notre ami Xavier Bertrand, se faisant reprendre en dire qu'il veut sauver l'hôpital. Quand il était ministre, il a supprimé 36 000 lits, ce qui est quand même un bel exploit. Alors, Sophie, vous répondrez, mais on marque une petite pause et on parlera évidemment politique dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio et on débat aujourd'hui, ce sont les coups de cœur, les coups de gueule de l'année. Donc Sophie de Menton, Virginie Leguet, Michel Taube et Régis de Castelnau. On a beaucoup parlé de l'hôpital. Le coup de cœur de l'année de Michel Taube, c'est quoi ? C'est que finalement, le coup de cœur, c'est qu'il y a peut-être encore beaucoup de suspense pour l'élection présidentielle à venir. Puisqu'en fait, rappelez-vous, au mois de septembre, fin août, début septembre. Plus écrit, c'est ça. Qui pensait fin août, début septembre, que Éric Zemmour et Valérie Pécresse seraient en lice pour peut-être passer le premier tour. Franchement, en 3 mois, il y a eu un renversement quand même important de la donne politique. Et donc, c'est de se dire, pour ceux qui en ont marre peut-être de ce film à épisodes multiples, je pense qu'on va peut-être encore avoir des surprises des élections présidentielles. Peut-être, je sais pas moi, un président de la République sortant qui ne sera pas... Le dernier mot revient toujours aux électeurs, c'est ça qui est magnifique. Et que, moi, 2 choses, une chose peut-être un peu folle et une dont je suis à peu près certain, celle un peu folle, c'est peut-être qu'Emmanuel Macron, il sera peut-être pas au second tour. Quand vous voyez qu'il n'a fait que 3 millions de téléspectateurs la semaine dernière pour son show, son coup de com sur TF1, franchement, ça a quand même été un grand flop. Et l'autre chose dont je suis absolument, vraiment, je pense, c'est que ça va être très serré, en fait. Très serré. Non, mais que le coup de cœur, c'est l'irruption. Votre coup de cœur, c'est l'irruption de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour dans la campagne. C'est que rien n'est écrit d'avance. C'est que rien n'est écrit d'avance. Et comme le dit Virginie, en fait, c'est les Français qui décident. Les électeurs qui décident. Mais Régis, vous remarquerez que quasiment à chaque fois qu'il y a quasiment à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, ce qu'on dit en septembre n'est jamais valable pour avril. Et à Noël encore peut-être moins. Et que les scénarios écrits d'avance sont tous infirmés. Voilà. Donc c'est un coup de cœur. Alors, je vais interpréter Michel, son coup de cœur. Je crois que Michel est content
du fait que le match retour qui nous était promis, Voilà, oui. qui nous était C'est pas sûr promis, encore qu'il ait pas lieu. là, n'est absolument plus sûr. Voilà, Ça, oui, c'est effectivement. Mais c'est et donc, important, quand même. le jeu est ouvert et le fait qu'il y ait une offre politique qui soit plus importante aujourd'hui, avec un débat assez fort et probablement une bonne nouvelle. Si ce n'est que, je constate que, je veux dire, le thème qui a été imposé au départ, d'ailleurs, par Éric Zemmour, qui est celui, je veux dire, thème de droite, hein, sur l'immigration, la sécurité. L'identité, l'immigration, l'insécurité. Maintenant, ça y est, c'est fait. Ce sera autour de ces questions que le débat aura lieu, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la gauche, qui est aujourd'hui malheureusement dans le trou, et je le vois mal comment elle pourrait en sortir. Avec Christiane Taubira, peut-être. Je voulais vous faire rire. Je voulais juste dire une chose qui était tout à fait... Il n'y a pas l'esprit de Noël, il n'y a pas l'esprit de Noël, là. Non. Je voulais juste faire une petite remarque qui me paraît tout à fait Virginie stupéfiante. Leguet. Quand on regarde les derniers sondages, on voit que Emmanuel Macron, certes, reste en tête, mais que derrière lui, il y a 3 candidats Qui sont de dans la un droite mouchoir et de de l'extrême poisse. droite. Ouais. C'est-à-dire que la gauche, qui a été un des très grands partis de la Ve République, n'existe plus dans cette élection. Et que ceux qui disaient oui, la France est très à droite, il y a 3 candidats qui sont à 17, 16 et 15, je crois, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, qui sont vraiment mais un poil les uns des autres et peut-être tous qualifiables pour le second tour, et que ce ne sont que des candidats de droite et d'extrême droite, et que je crois que c'est la première fois que ça se passe comme ça c'est bien dommage. de toute l'histoire de la Ve République. Et c'est bien dommage parce Qu'est-ce qui est qu'on a dommage besoin d'une opposition sensée. Il y avait des types comme l'ancien. Qui Pardon. C'est tellement sensé Oui, que oui, vous les non, avez il a oubliés. été refusé. Jean-Marc Ayrault. Oui, non. non, l'ancien. Bernard Cazeneuve. Il y avait quand même des gens bien, entre guillemets, qui avaient quand même une espèce de vision à la fois de l'économie, du social, de l'évolution de la gauche. Bon, et ils se sont concentrés sur des extrémistes. Mais mon coup de cœur, peut-être. Oui, allez-y. Alors, mon coup de cœur, Vous l'avez je demande un plus ou moins silence fait tout à religieux. l'heure. Un silence religieux. Mon coup de cœur, c'est pour les entreprises. Non, c'est pas vrai. c'est Sophie. pas vrai. Venant de Comme vous. par hasard. Alors là, Oui, là, mais c'est une attendez, surprise, hein. les entreprises, c'est toute l'année qu'elles ont tenu la France. Et quand je dis les entreprises, ce Même sont le jour elles- de Noël? Non, je rigole. Bien sûr, le jour Bah de oui, Noël. évidemment, l'heure de Noël. Mais oui, Père bien sûr. Noël est un entrepreneur qui livre. Absolument. Euh, Ne désacralisez pas, s'il vous plaît, le il Père est- Noël. est-ce que je Pour les désacralise enfants. le Père Alors, Noël, allez-y. moi Oui. On a un nouveau record sur la création d'entreprises. Oui. Selon les statistiques de l'INSEE, on a dépassé les 11 premiers mois de l'année à 915 454, le chiffre de l'ensemble 2020, déjà sans précédent. Mais surtout, ce que je veux dire, Ça, c'est une et bonne je fais nouvelle. allusion d'ailleurs vraiment à l'intervention du président de la République qui a eu lieu, je crois, jeudi 14 décembre, qui avait d'ailleurs si peu de succès. J'étais stupéfaite, le mot Mercredi. entreprise n'est pas voulez prononcé. dire Mercredi Mercredi. 14 décembre. Mercredi, il était, je veux dire, le mot entreprise Non. n'était pas prononcé. Il fallait. Mercredi 15. Il a- je crois 15, vraiment, il y a une écoutez, semaine. C'est Il y a une vraiment semaine. les. pour que on nos est- auditeurs ne Oui, se désespèrent voilà. pas, c'était mercredi 15. Mercredi Décembre. 15. Et pourtant, Il y a c'était une il n'y a pas semaine. si longtemps que ça. Hein. Oui. Bah, Alors, c'était déjà il y a Sophie. très longtemps. Donc, Sophie, oui, il n'a pas parlé de l'entreprise. Non mais seulement ça, mais il a dit qu'il fallait renforcer le service public. Il a donné des injonctions aux chefs d'entreprise de payer mieux les salariés. Mais bien sûr qu'on en a envie, sachant que la France du service public est complètement en grève parce qu'elle est mal managée et mal payée. C'est quand même la première fois que dans un service public comme la SNCF, on fait une grève. C'est pas un coup de après cœur, ça, Sophie, l'augmentation. mais où est le coup de cœur? Après l'augmentation. Non, pour les Donc, mon coup de entreprises. cœur Ah oui. et pour les entreprises privées. Pour les entreprises privées, et franchement, cette année a été, que ce soit le boulanger, les salariés des entreprises privées qui sont défoncés, qui ont tenu le pays, qui ont vraiment donné l'espoir, qui ont animé les rues, qui ont tout fait, et qui étaient obligés d'obéir à un État qui ne donnait pas d'ailleurs les bonnes instructions, qu'on empêchait, les entreprises qu'on empêchait de protéger leurs salariés comme on aurait pu le faire, parce qu'on n'avait pas le droit au masque, pas le droit à ceci, pas le droit à cela, pas le droit à la prise de température, c'était une donnée privée. Tout ce qui est Comment ça, pas invraisemblable. le droit au masque? Au début, pas droit au masque. On a été, nous, on a acheté, au sein du mouvement éthique, 15 millions de masques Oui, qu'on a c'est ça, acheté les à donner entreprises aux les ont entreprises. achetés, bien sûr. Et souvenez-vous, quand Oui, les la grande entreprises les ont distrib a achetés, voulu bien sûr. vendre des masques, Mais ça, on les a empêchés. C'est un peu 2020, c'est saut 2020. Oui, votre, mais je fais votre un coup de cœur 2021 où les entreprises ont repris du poil de la bête, se sont toutes mobilisées partout. Les salariés ont été formidables. Je veux dire qu'on cesse de leur imposer des choses, que l'État prenne modèle sur les entreprises privées. Modèle.
Bon, Oui. bah, écoutez, elles prendront. Et c'est un vrai coup de cœur pour tout le monde. Et tout ce- c'est pas toujours, enfin, d'arriver la transformation du service public en Mais modèle on peut le privé faire doucement, c'est ne pas ça. fonctionne pas toujours très Non. bien. Regardez l'hôpital entreprise, ne fonctionne pas Non, toujours alors très bien. Valérie, j'ai peur que vous vous trompiez encore une fois. Oui, dites-moi. Parce que l'hôpital Encore une entreprise. Encore une fois. Encore une fois, parce que l'hôpital entreprise, elle me le sort toutes les semaines pratiquement. Oui. L'hôpital entreprise, il est évident qu'un hôpital n'est pas une entreprise. En revanche, les services. Enfin, vous parlez des- c'est comme vous ça parlez qu'il des est cliniques considéré. Je veux privées. finir ma Vous parlez des phrase. cliniques Je privées. veux finir ma phrase. Vous parlez des cliniques. En revanche, l'administratif Ça des existe, hôpitaux, l'administratif des hôpitaux mérite d'avoir des règles du privé qui sont efficaces sur l'administratif. On a pléthore de Oui, personnel mais, administratif. alors, je ne parle pas des pense, médecins. je pense que Régis de Castelnau sera d'accord. Je voyais la semaine dernière la manifestation des avocats et un avocat qui expliquait qu'ils avaient une version Word qui datait de 2004 et qui n'était pas compatible même avec les directives qu'ils recevaient parfois du ministère. Donc il y a quand même un problème. Les magistrats, non mais si vous voulez, c'est un effondrement. C'est un effondrement aujourd'hui. Le service public de la justice, Oui, c'est ça, oui. c'est un effondrement. On aurait pu en faire un coup de cœur ou un coup de gueule. Aujourd'hui, petite anecdote d'une consoeur qui avait une affaire à plaider, je ne sais plus quand c'était exactement, admettons le 15 décembre. Donc elle se prépare son dossier, elle fait tout ce qu'il faut, etc. Et elle prend ses affaires, elle part au palais, et en arrivant dans la salle d'audience, elle constate que son affaire n'est pas sur la liste, et elle apprend qu'en fait cette affaire sera traitée le 15 décembre 2023. En première instance, c'est-à-dire qu'on a des délais maintenant, c'est complètement je veux dire, et malheureusement, c'est un peu ce qu'on ressent aussi pour l'hôpital. On a l'impression d'un affaissement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et un manque de maîtrise. Et là, service public de la santé, service public de la justice, mais ce sont les choses les plus importantes qui soient. Et aujourd'hui, on a un État obèse, par ailleurs, qui malheureusement n'est plus capable de gérer ça. Le président est un choqué et obèse. pardon, quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire le 15 décembre que l'administration, c'était bien gentil de dire on va supprimer des postes et qu'il a dit ah oui, mais lesquels, dites-moi lesquels. Et il a cité la santé, l'enseignement, la police. Pardon, il aurait pu aussi dire que dans ces services-là, il y avait des fonctionnaires qui n'étaient pas utiles. Et quand on a fait des comparaisons entre le nombre d'administratifs en Allemagne et en France dans le service de santé, et on s'est rendu compte qu'en France, il y en avait beaucoup trop qui n'étaient pas sur le terrain mais dans les bureaux, et que cela, peut-être, Emmanuel Macron pourrait regarder de près s'ils sont tous aussi utiles qu'on le croit. Et donc là, Emmanuel Macron, il a évacué l'affaire un peu rapidement, mais il aurait gagné à dire que oui, l'administratif pèse trop sur le fonctionnement de l'hôpital public et l'empêche parfois de prendre les bonnes décisions et de travailler assez bien. Il cherche des voies à gauche, dans il cherche à se différencier. Dans l'éducation nationale, il y a 850 000 enseignants, 250 000 administratifs, réduisant de moitié avec le numérique, on peut vraiment faire d'énormes économies administratives et recrutons plus de profs dont on a besoin. Des gens de terrain, des gens sur le terrain, il faut des gens sur le terrain. Et là, il y a des blocages. Et Emmanuel Macron, qui avait écrit un livre, Révolution, qui a écrit un livre de campagne, Révolution, il n'a fait que des réformettes et donner l'illusion qu'il faisait de grandes réformes, mais la réalité, ça n'a pas été le cas. Et il n'a pas pu les faire, et il n'a pas su les faire, et il a avoué qu'il ne savait pas. Non, il n'a pas vraiment avoué, non. Il a dit, je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous enlevez? Il demande la question sans arrêt. Qu'est-ce que vous supprimez alors? Et en fait, il ne veut pas définir les missions régaliennes de l'État. Donc il baisse les bras. Et donc il n'y aura pas de réforme de l'administration. Mais non, il n'y en aura pas, il l'a bien dit. Mais ça fait partie de ses promesses de campagne en 2017. Régis, votre coup de cœur. Frappez-les. Mon coup de cœur, c'est pour le Covid. Oui, Régis. Votre coup de cœur, c'est pour le Covid. Mon coup de cœur, c'est pour le Covid. Je vais m'expliquer. Première chose, c'est un méta-événement. C'est un événement historique, cette pandémie mondiale. Je suis assez fasciné, je l'ai déjà dit, assez fasciné par un certain nombre de choses. La mise au point de ces vaccins avec ARN messager, c'est quand même fabuleux. Enfin, vous avez le Big Pharma qu'on critique beaucoup, et probablement à juste titre, qui a été capable de fournir des milliards de doses. Extrêmement rapidement, etc. Tout ça est conditionné, ça arrive et tout. C'est en train de tirer la recherche médicale dans d'autres domaines, sur le cancer, etc. Et il y aura un effet de progrès. Malheureusement, c'est ce qui arrive avec les guerres, mais je pense qu'il faut essayer de voir aussi cet aspect, malgré l'épreuve que ça fait traverser à la planète.
Ouais. Le deuxième aspect positif que je vois au Covid, parlons de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, j'ai des proches, c'est que personnellement, comment je l'ai vécu ce Covid? Eh bien, j'ai pris un billet de train le 13 mars 2020 pour venir dans ma maison de Provence. On vous a perdu ici à Paris, voilà, vous n'êtes plus là. Attendez, mon billet de retour était le 17 mars, le premier jour du confinement. Eh bien, je ne suis jamais reparti. Et voilà. Donc, j'ai décidé de rester là. Merci Internet, ça permet beaucoup de choses. Mais, alors, on va pas trop s'éloigner. Non, mais c'est vrai que ça m'a changé la vie. Hein. Ça m'a changé la vie. Je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas été contraint et forcé. Si j'avais... Mais... Et naturellement, je vais faire plaisir à Valérie. Hein. Simplement, chaque fois que je reviens à Paris, je me dis, mais comment les gens peuvent-ils supporter cette gestion municipale? On ne supporte pas cette vie affecte. Non, mais attendez, vous avez entendu mon cocorico? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On apprend que la ville bénéficie d'une dérogation donnée par M. Valls et M. Hollande, mais qui est illégale, profondément illégale sur le plan budgétaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Plus ce qu'on voit. Chaque fois que j'arrive à Paris, je me dis, mais comment font les gens pour supporter l'état de cette capitale? La saleté. Hein. Vous n'avez pas entendu mon cocorico de la semaine dernière, où la France, à Paris, plus particulièrement, arrive en seconde place, selon une étude américaine, des villes les plus embouteillées au monde. Oh là là. On était à la 6e place, on est passé 2e. Il y a du progrès. Saleté, on est où sur la saleté? Fantastique. Je termine là-dessus. Ce qui est fantastique, et ce qui en dit long malheureusement sur la crise qu'on traverse, je rappelle quand même que le Parti socialiste, en 2012, il avait tout. Le Sénat, l'Assemblée nationale, les collectivités locales, plus la présidence de la République, excusez du peu, et moyennant quoi, aujourd'hui, hein, c'est une espèce de groupuscule bateau ivre et qui choisit Madame Hidalgo comme candidate. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? On va parler des mois qui viennent. On a fait un petit tour de ce qui vous avait intéressé, choqué au cours de cette année. Là, il nous reste quelques minutes encore avant midi pour parler de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous sommes le 24 décembre. Avec vous, vous savez, j'ai mes feuilles d'hier où je recevais Christian Constant, pintade fermière au beurre d'herbe en cocotte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà, les recettes sont sur le site. À la bouche. Évidemment. Il nous reste encore un petit peu de temps avant midi pour évoquer ce qui va se passer. Régis de Castelnau, vous fustigiez une fois de plus Anne Hidalgo. Est-ce que la gauche peut avoir un sursaut? Comment vous voyez les choses, Virginie? On peut pas prévoir. On n'est pas, encore une fois, ni Madame Soleil, ni Madame Soleil, ni Madame Irma. Mais je pense que la gauche, pardon de le dire, va devoir boire le calice jusqu'à la lie et qu'elle ne va certainement pas arriver à se qualifier pour le second tour et que peut-être même Anne Hidalgo ne va pas dépasser les 5%, ce qui, je le rappelle, va lui poser un certain nombre de problèmes pour financer sa campagne. En dessous de 5%, les frais de campagne ne sont pas remboursés et qu'il y a là une catastrophe qui était annoncée. Et c'est pas parce que Madame Hidalgo s'est réveillée en décembre en disant il faut une primaire qu'elle avait refusée quand Yannick Jadot lui avait proposé au printemps, qu'elle n'a fait que troubler les électeurs. Mais personne ne veut réellement faire alliance, personne ne va faire alliance, ils vont tous partir en ordre dispersé, ils vont tous faire des scores on s'en fiche complètement. Épouvantables. Mais ce que je voulais dire, pardon, puisqu'on en est à projeter pour l'année 2022, c'est que je voulais simplement dire que, et je rejoins ce qui a été partiellement dit par Michel Taube, c'est que oui, l'élection présidentielle dépend des électeurs, totalement des électeurs, que à la limite, n'écoutez pas ce que disent les journalistes, les commentateurs, les hommes politiques. Surtout pas les sondages qui se trompent très souvent. Fiez-vous à votre instinct et surtout, pardonnez-moi de vous le dire, allez voter parce que c'est là où vous aurez votre scrutin en main. Et c'est pas parce que vous protesterez après sans avoir été voté que vous pourrez vous sentir légitime. Donc allez voter et vous déterminerez l'issue de ce scrutin, qui est un scrutin très important. Sauf que Frédéric Dabi vous dit qu'il prévoit une abstention. Enfin, il se bien planté. Et déjouer les pronostics. Oui. Alors, moi j'aimerais rebondir sur ce que dit Virginie Leguet. Il y a deux choses. D'abord, effectivement, je pense qu'il reste pour la gauche un tout petit espoir qui s'appelle la primaire populaire. Non, j'ai dit tout petit. Et c'est une des choses que je reproche le plus à Anne Hidalgo quand elle a tenté il y a 15 jours de proposer une primaire à gauche. C'est qu'elle a récupéré une initiative qui est vraiment populaire. Il y a 250 000 citoyens qui ont demandé, qui demandent encore à ce qu'il y ait une vraie primaire à
à gauche et qui vont essayer quand même en janvier de faire le maximum pour l'obtenir. Ils y arriveront peut-être pas, mais quand même, il y a une démarche qui est faite en ce sens. Et la deuxième chose, c'est que moi, effectivement, je pense que les abstentions vont être très très fortes. Parce que s'il n'y a pas de candidat de gauche, et il risque fort de ne pas y en avoir, il va y avoir des appels à l'abstention des Mélenchon, des Montebourg, des Anne Hidalgo, de tous ceux qui ont été battus au premier tour, parce qu'ils ne voudront pas faire un choix entre Emmanuel Macron, Zemmour et Marine Le Pen, ou Valérie Pécresse. Non, au deuxième tour, il n'y aura que 2 personnes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'appelleront pas à voter pour les uns ou les autres, et donc il y aura des appels à abstention massifs à gauche, qui, à mon avis, risquent aussi d'être déterminants dans le résultat final de l'élection présidentielle. Bien sûr qu'il ne faut pas les entendre, Sophie, mais ils risquent fort d'exister. Alors, chers auditeurs, je vous souhaite pour cette soirée de Noël d'oublier complètement les élections et la politique. On n'en peut plus. On a tout entendu. Essayons de rêver sur l'année prochaine tout ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses incroyables. Les avatars qu'on est en train de créer, le métatars, enfin, il y a des espèces d'inventions technologiques folles sur lesquelles, d'ailleurs, il va falloir résister. Il va falloir résister un peu aussi aux réseaux sociaux. Oui, parce qu'il ne faut pas que le progrès aille trop vite et entraîne les gens, alors que c'est formidable, et entraîne les gens vers des modes d'action et de pensée qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense que c'est tellement, les réseaux sociaux nous donnent tellement d'informations, etc., que tout le monde se croit détenteur d'une vérité scientifique. On a son avis sur les vaccins, surtout sur la voiture. Et je pense qu'il faudrait, à la veille de Noël, comme ça, essayer de dire carpe diem, de dire cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie. Le sujet qui va être le plus évité ne sont pas les sujets politiques, mais les sujets de santé à propos du vaccin, qui porte le masque, qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, qui a fait son test. Oubliez tout ça, soyez prudents. Mais je pense qu'il y a quand même un art de vivre qu'on a oublié, une culture qu'on a oubliée. Il y a un art de vivre formidable. À la française. Un art de vivre à la française, bien sûr. Et je veux dire que ras-le-bol, là, on en a encore pour 3 mois. Vous commentez toutes les semaines, chers auditeurs, qui passe devant, qui passe derrière, et si Anne Hidalgo va être interdite de gestion à Paris. Alors, Sophie, le problème, c'est que c'est à chaque échéance présidentielle comme ça, et tant mieux. Ça veut dire que ça débat, ça veut dire qu'on a une démocratie fatiguée, peut-être affaiblie, mais que ça fonctionne encore. Oui, ça fonctionne. Alors moi, je suis sur le risque de l'abstention. Oui, parce qu'il y a une partie, des couches populaires qui a fait sécession. Hein. Moi, je souscris à la théorie de Jérôme Sainte-Marie, bloc populaire, bloc élitaire. Oui. Et aujourd'hui, dans le bloc élitaire est organisé. C'est celui qui soutient Macron politiquement, s'entend. Il a ses débouchés. Qui défend ses intérêts. Le bloc populaire ne l'est pas. Il y a une partie des couches populaires qui votent Marine Le Pen, mais pour le reste, c'est plus hétérogène, et je pense qu'on a le risque de la sécession et au deuxième tour de l'abstention différentielle, parce que moi je connais beaucoup de gens qui ont fait Castor en 2017 au deuxième tour. Qu'est-ce que vous appelez Castor ? Pour empêcher l'arrivée de, pour empêcher c'est ceux qui font des barrages. Pour empêcher Marine Le Pen d'être ou élue ou trop haut. Cette fois-ci, ils ont eu Macron. Je veux dire, son impopularité, il a son socle de popularité, mais son impopularité est très forte aussi. Je pense qu'il risque d'y avoir des surprises de ce point de vue. Cela étant, moi je trouve ça plutôt bien et légitime que cette campagne occupe l'actualité, occupe le terrain, hein, même si c'est parfois un peu agaçant, même si le niveau moyen est pas extraordinaire quand même. Hein, je ne vais pas reparler d'Hidalgo parce que là on va dire que c'est du harcèlement et je vais être poursuivi, mais non, c'est un moment extrêmement important et gros de quelque part de risque politique aussi. Oui, parce que si Emmanuel Macron est réélu, je ne sais pas ce que sera la crise sociale derrière. Oui, non, mais c'est sûr, la crise sociale risque de bousculer et de changer la donne, Virginie. Oui, moi je veux simplement dire que oui, c'est vrai qu'on peut imaginer que l'abstention sera forte, qu'elle a été très forte aux élections municipales, régionales, départementales, et même forte de façon spectaculaire, mais que ce n'est pas une fatalité. Allez voter pour qui vous voulez, faites ce que vous voulez, mais allez voter, et là, le résultat de l'élection présidentielle aura un vrai sens. Il faudrait bien voter, hein, pas pour n'importe qui. Bah oui, mais ça, chacun... Il y aura peu de
choix, comme hein. vous voulez, mais votez Macron. Comme Voilà. disait Virginie, il y aura Non, le choix non, entre je suis deux pas sûre. personnes au deuxième tour. Ouais. Non, mais allez voter dès le premier tour. Vous avez quand même un éventail dans notre pays qui est assez large Puis encore. après, vous éliminez. Et franchement, vous vous appropriez ce scrutin. Moi, et j'ai pas puis de comme meilleur c'est conseil à vous Noël donner. demain, Oui. moi je voudrais quand même Ce dire soir. et ce soir Bah, et, c'est et Noël demain, en vrai. En fait, Noël Ouais, c'est c'est demain, demain, mais ça Noël, commence ce soir. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui n'attendront pas demain pour ouvrir les cadeaux. Ouais. Minuit. Je pense quand même deux choses. Les sapins qui sentent bon le sapin, Les parce qu'il y a arbres des villes qui ne veulent plus qu'on mette Ouais, des c'est sapins pour Noël, et puis aussi le foie gras, le bon foie gras français Alors, voilà. d'ailleurs. Alors là, C'est- on revient au voilà. bouddhisme. Ça y est, Oui, il eh ben, nous mais- fait- ah, lui, quand même, il c'est un vote plat, Pécresse, c'est un Michel, plat, de- parce que c'est un c'est- plat de c'est ce que nous a circonstance. dit, Nos amis, Pécresse. nos amis les verts tombent à la Tour de renverse. France. Eh ben, C'est écoutez, possible. euh, Moi, eh je ben, suis voilà. sûre que Mais je pas voulais que les saluer à travers. Les Ouaglais, j'aime Je pas voulais ça. saluer le. Oui, mais vous aimez Bah oui, quand j'aime même, pas ça. Sophie. Voilà. Donc, C'est bien foie gras. embêté. Voilà. C'est embêté. J'aime Foie pas gras, du tout En qu'on tous gagne les les voix. cas, joyeux Noël, en tous les cas. Foie gras. À Valérie Ouais. Expert et à tous les Eh ben, auditeurs de c'est Sud très Radio. gentil, Michel. Très bonne, Joyeux Noël, très Valérie. joyeux Noël à Virginie, tous. Très Sophie, joyeux Noël à et tous. Restez à l'écoute sur Sud Radio. Christine Bouillot sera là la semaine prochaine pour les débats. Moi, je serai là avec l'émission Média et avec Gilles, où on va vous faire partager les meilleurs moments de l'émission Média. Et puis, très, très bon Noël à tous. Passez une bonne soirée, que vous soyez seul ou en famille. On est là avec vous sur Sud Radio et très heureux de votre fidélité. Voilà, très très bon Noël et on se retrouve le 3 janvier, le 2 janvier, non le 3 janvier. Merci à vous, merci à tous les quatre pour ce débat très Merci à animé. toute l'équipe Merci. Joyeux Noël. Et merci à toute l'équipe technique, oui, à Benoît, notre réalisateur qui est là et qui me suit parfois dans mes, Qui nous rappelle dans à mes, l'ordre. dans mes improvisations. Et merci évidemment à Julia Triomphol, à qui je souhaite un très bon anniversaire. Voilà, c'est deux fois, c'est Noël et son anniversaire. Merci à vous.